lors du mariage de ma sœur, elle s'est moquée de moi dans son discours, ma sœur est une mère célibataire dont personne ne veut. La salle a ri. Ma mère a ajouté, c'est un produit d'occasion. Je suis resté pétrifié, couvrant les oreilles de mon enfant de 5 ans alors que 200 invités riaient de nous. Puis, le marié a arraché le micro, je ne me marierai pas, la salle s'est figée. Je m'appelle Olivia, j'ai 32 ans, je suis médecin de combat dans l'armée et mère célibataire. Il y a quelques semaines, lors du mariage extravagant de ma sœur, celle-ci a pris le micro et a annoncé fièrement devant 200 invités, ma sœur aînée est une mère célibataire dont personne ne veut. Toute la salle de bal a éclaté de rire. Puis la voix de ma propre mère a résonné dans les haut-parleurs, c'est un produit d'occasion. Mon père a couvert sa bouche pour cacher un sourire narquois. Assis juste à côté de moi, mon fils de 5 ans, Léo, a serré ma main rugueuse. Tout son corps tremblait. Il m'a regardé, les yeux grands ouverts de panique, maman, pourquoi tout le monde se moque de toi? J'étais sur le point de le prendre dans mes bras et de partir, mais il y avait un homme dans cette pièce qui n'a pas ri. Et son action suivante a absolument tout changé. Avant que je ne vous raconte la suite, cliquez sur le bouton « J'aime » et abonnez-vous à la chaîne si vous voulez vraiment entendre cette histoire. Depuis quel état regardez-vous cette vidéo? Quelle heure est-il chez vous en ce moment? Dites-le moi dans les commentaires. Pour comprendre pourquoi ce cauchemar est arrivé, je vais tout vous raconter depuis le début. Les rires ont déchiré la pièce. 200 personnes, en costume Armani et robe de soie, l'élite de la côte est sirotant du champagne à 100 $ tout en démolissant une mère célibataire. Je n'ai pas bronché. Je n'ai pas baissé les yeux. J'ai serré les mâchoires jusqu'à ce que mes dents me fassent mal. Mes talons bon marché s'enfonçaient dans l'épaisse moquette pelucheuse du Carlyle. Je sentais l'étiquette rigide et irritante de ma robe de friperie à 60 $ me gratter la nuque. L'odeur étouffante des lys blancs saturait l'air, se mélangeant au parfum cher et au tintement métallique des fourchettes en argent contre la porcelaine fine. J'ai balayé la salle de bal du regard. Je n'y ai pas vu de famille. J'ai vu des ennemis. Mes yeux ont inspecté les tables avec la précision froide et chirurgicale d'un médecin évaluant une zone de combat. Tante Clara était assise à la table 4. Elle a détourné la tête, soudain fascinée par le pli de sa serviette en lin blanc. Elle avait prêché les valeurs familiales toute sa vie, mais quand les couteaux sont sortis, elle a fixé la nappe, en lâche. Mon père, Arthur, se tenant près d'une immense sculpture de glace en forme de cygne en train de fondre, a tiré sur le revers de son smoking sur mesure, a fait un demi-pas en arrière dans la pénombre ambiante et a fait ce qu'il faisait toujours, absolument rien. C'était le complice silencieux, l'homme qui pavait le chemin de la cruauté de ma mère par son mutisme éternel. Il gardait ses mains parfaitement propres pendant qu'on me jetait au loup, terrifié à l'idée de perturber sa propre tranquillité. Pas une seule personne dans cette immense salle dorée ne s'est avancée. Personne n'a dit, ça suffit. Ils ont simplement siroté leur boisson et savouré ce jeu de massacre. Une secousse brusque et frénétique sur mon bras droit a attiré mon attention vers le bas. Léo. Ses petits doigts semblaient glacés, serrant mon poignet comme un étau. J'ai baissé les yeux pour me fixer sur son visage de 5 ans. Ses traits étaient crispés. La panique, la confusion, la terreur brute et pure d'un enfant qui réalise que le monde vient de lui montrer les crocs. Sa petite poitrine se soulevait, cherchant un air devenu trop lourd à respirer dans cette pièce toxique. Mon cœur martelait mes côtes comme un marteau-pilon contre une porte en acier. Mais ma respiration est restée régulière. L'armée vous brise pour vous reconstruire afin que, lorsque les explosions commencent, vous ne restiez pas figé. Vous ne pleurez pas. Vous sécurisez la victime. Je l'ai serré fort contre ma hanche. J'ai levé mes mains et les ai plaquées sur ses oreilles. Mes paumes étaient rugueuses, épaisses, couvertes de cicatrices pour avoir transporté de lourds câbles de générateur et posé des garrots dans la boue. Elle frottait contre ses joues douces et pâles. Ne les regarde pas, ai-je ordonné. Ma voix était plate, parfaitement calme, dépourvue de toute intonation ou de tremblement. J'ai instantanément étouffé la panique maternelle pour la remplacer par le ton de commandement d'un sergent. L'émotion est un point faible dans un tir croisé. Regarde-moi. Léo a enfoui son visage dans le tissu gris et rêche de ma robe. J'ai senti la chaleur soudaine de ses larmes traverser le tissu jusqu'à ma peau, me brûlant plus douloureusement qu'une blessure physique. L'odeur de sa sueur nerveuse m'est parvenue, coupant court aux arrangements floraux écœurants de douceur. J'ai ajusté ma posture, les pieds écartés de la largeur des épaules,
faisant face à la pièce. Je suis devenu un bouclier humain. Qu'ils me jettent leurs éclats de voix verbaux. Qu'ils rient jusqu'à ce que leur gorge saigne. Ils n'atteindraient pas mon garçon. J'ai tourné à nouveau mon regard vers la source du tir, l'estrade en chêne massif à l'avant de la salle de bal. Chloé s'y tenait. La mariée, l'enfant gâté de la famille Poule. Elle agitait la main avec désinvolture, les diamants de son épais bracelet Cartier captant l'éclat cru du lustre. Son sourire s'étirait tellement qu'il semblait douloureux, déformant son beau visage en quelque chose de hideux. Elle se nourrissait de cela, inhalant le pouvoir absolu d'écraser quelqu'un qu'elle considérait comme inférieur à elle. Elle ne me regardait pas comme une sœur aînée, mais comme un nuisible à exterminer, une tache sale sur son esthétique parfaite à 150 000 $. À côté du pupitre se tenait l'architecte de ce cauchemar, Evelyne, ma propre mère. Elle tenait un verre en cristal rempli d'un cabernet rouge sang. Son visage figé par le botox et une arrogance de toute une vie ne laissait transparaître aucune émotion. Elle a bu une gorgée lente, ses yeux froids fixés sur les miens par-dessus le bord du verre. Elle a haussé un sourcil parfaitement épilé. C'était un défi. Ce n'était pas un lapsus alimenté par le stress du mariage ou par un excès de champagne. Ce n'était pas une mauvaise blague. C'était une frappe calculée et synchronisée. Une exécution publique conçue pour effacer complètement mon identité. Ils voulaient me rappeler ma place, la saleté usée et insignifiante sous leurs chaussures de marque. Un avertissement pour que je reste dans l'ombre, là où était ma place. J'ai resserré ma prise sur les hauts. Mes escarpins bon marché me semblaient maintenant aussi lourds que des bottes tactiques. Mon esprit s'est mis en marche, traçant l'itinéraire de sortie. 12 mètres jusqu'aux lourdes doubles portes en chêne au fond de la salle. Passer devant la table 23 où ils nous avaient cachés dans un angle mort. Passer devant les portes battantes en bois derrière lesquelles le personnel de cuisine se cachait des chefs hurlants. Une retraite tactique. Sauver le civil. Quitter le bâtiment en flammes. Je ne leur donnerai pas la satisfaction d'une scène de cris. Je ne verserai pas une seule larme qu'ils puissent savourer. J'ai pris une grande inspiration régulière, m'apprêtant à pivoter sur mes talons pour sortir. C'est alors qu'un bruit a transpercé les ricanements toxiques persistants de la foule. Des pieds de chaises en métal ont frotté durement contre le parquet ciré, en plein milieu de l'allée centrale. C'était un bruit strident et désagréable, assez fort pour faire tourner toutes les têtes. Julian Vance s'est levé. Le marié, le brillant avocat spécialisé dans la défense des droits de l'enfant à Manhattan, l'homme qui devait passer une alliance en or au doigt de Chloé dans moins d'une heure. Il se tenait droit, ses larges épaules rigides sous son costume sombre sur mesure. Il n'a pas prononcé un seul mot, mais sa simple présence a aspiré tout l'oxygène de la pièce. La salle de bal est soudainement devenue d'un calme de plomb. Le genre de silence lourd et étouffant juste avant que la pression atmosphérique ne chute et qu'un ouragan n'éclate. Le sourire mesquin de Chloé a vacillé. Sa main est restée suspendue inutilement dans les airs. Julian, a-t-elle chuchoté dans le micro, sa voix devenant soudainement petite et incertaine. Il ne l'a pas regardée. Il n'a pas regardé Evelyne, dont le verre de vin s'est figé à mi-chemin de sa bouche, une goutte rouge coulant sur ses doigts. Il a regardé droit vers le fond de la salle, par-dessus les 200 invités riches et silencieux dans leurs costumes sur mesure, droit vers la robe grise bon marché, droit vers les mains calleuses couvrant les oreilles d'un petit garçon de 5 ans qui tremblait. Julian a plissé les yeux. C'était un regard d'analyse lente et précis. J'ai senti un frisson glacé me parcourir l'échine, me coupant le souffle. Je connaissais ce regard. Ce n'était pas de la pitié. C'était une évaluation, un acte d'accusation. C'était exactement de cette manière qu'il m'avait regardé 2 ans plus tôt, la toute première nuit où il avait mis les pieds dans la maison de Greenwich. La nuit où tout ce jeu toxique et tordu avait commencé à se fissurer. Le regard de Julian était comme une radiographie. Il balayait les lustres en cristal et les costumes Armani de cette salle de bal. Il me ramenait de force en arrière, directement dans cette maison coloniale de 4 chambres à Greenwich, l'endroit exact où j'avais appris à devenir un fantôme. Greenwich est un code postal de vieille fortune. Des pelouses tondues, des portails en fer forgé, mais à l'intérieur de notre maison, l'espace était strictement divisé selon le statut familial. Chloé avait la immense chambre d'angle, avec des portes-fenêtres ouvrant sur un jardin de roses privées et des rideaux de soie blanche qui flottaient dans la brise matinale. On pouvait passer devant sa porte entr'ouverte et sentir le parfum de cèdre chair et de lavande.
Ma chambre se trouvait tout au bout du couloir du 2e étage. Ce n'était pas une chambre. C'était un placard de rangement converti, coincé juste entre l'évier de service et l'unité de chauffage et climatisation. Chaque fois que la chaudière se mettait en marche, les cloisons minces vibraient. L'air sentait l'eau de javel industrielle et la poussière stagnante. Il n'y avait pas de radiateur, seulement une fenêtre mal isolée qui tremblait dans son cadre. Quand la neige hivernale fondait, l'eau du toit s'infiltrait à travers le placo, laissant une tache brune de rouille en forme de poumon meurtri juste au-dessus de mon lit de camp. Je me suis plainte du froid une fois. J'avais 14 ans. Mon père, Arthur, n'a même pas baissé son Wall Street Journal. Ça forge le caractère, Olivia, a-t-il marmonné. Apprends à être indépendante. Message reçu. J'ai appris à raser les murs. J'ai appris à descendre les escaliers en bois en posant le pied exactement sur le bord des marches pour que les planches ne grincent pas. J'ai appris à me faire toute petite dans des espaces restreints pour ne pas gâcher leur esthétique familiale parfaite. La fracture financière n'était pas un secret. C'était une arme, prouvée par des reçus. Le bal de promo de terminale. Je suis entré dans la cuisine après un service de 10 heures. Chloé se tenait près de l'îlot en marbre, ouvrant une housse de vêtements lourde comme s'il s'agissait d'une relique sacrée, une robe de bal chérie île rose, lourdement perlée. Le reçu de la carte Platinum de ma mère était posé là, sur le comptoir en granit. 5 000 $. J'ai posé mon sac plastique sur un tabouret de cuisine. J'en ai sorti ma robe, d'un gris ardoise, en polyester rigide, à 63 $. Je l'avais payé en liquide. Des billets froissés de 5 et 10 $ que j'avais gagnés en travaillant de nuit au 7-Eleven du coin. J'avais passé mes week-ends à sentir le café rassis, les hot-dogs brûlés et la cire de sol chimique juste pour m'acheter une robe pour une soirée. Evelyne a arrêté d'essuyer le comptoir. Elle a remonté ses lunettes à monture métallique sur l'arête de son nez. Ses yeux froids ont balayé ma robe bon marché. Un scan chirurgical rapide. De toute façon, la soie ne te va pas, Olivia, a-t-elle dit d'un ton plat. Aucune méchanceté, juste un constat brutal. Ta silhouette est trop lourde. Tes os sont épais. Ta posture est rigide. Cette matière te convient parfaitement. En un instant, une étiquette de prix de 63 $ était collée sur mon estime de moi. Je n'ai pas discuté. J'ai replié le tissu gris et rêche dans le sac plastique. Une semaine plus tard, j'ai tenté ma chance. J'aurais d'ailleurs dû m'en douter. L'heure du dîner. Du rôti de bœuf, de la purée et un silence de mort. J'ai plongé la main dans la poche avant de mon jean et j'ai sorti la lettre d'inscription de l'université pliée. Une université publique. Rien d'extravagant, juste un campus local pour obtenir un diplôme d'infirmière de base. J'ai fait glisser la feuille de papier sur la table en acajou verni vers mon père. Arthur a gardé la tête baissée. Il a enfoncé sa fourchette dans la viande. Le tranchant dentelé de son couteau à steak a frotté bruyamment contre l'assiette en porcelaine. Il a mâché sa nourriture lentement. Il a avalé. Il s'est essuyé la bouche avec une serviette en lin. Il n'a même pas jeté un œil au document. Nous avons réorienté le budget de cette année, a-t-il dit. Je me suis figé. Quoi? Chloé a décroché ce stage en relations publiques à Manhattan, a-t-il continué en coupant un autre morceau de viande. Elle a besoin d'un appartement, d'une garde-robe, de dépôt de garantie. Nous devons soutenir sa dynamique. Pas d'excuses, pas d'alternative, pas de discussion pour contracter un prêt ou trouver un plan de paiement. Juste une déclaration administrative froide. De l'autre côté de la table, Chloé n'a même pas levé les yeux de son écran d'iPhone lumineux. Elle a simplement ricané à la lecture d'un SMS en piquant un morceau de pomme de terre. Je suis au moins resté assise là pendant 10 secondes d'agonie. L'horloge de grand-père dans le couloir faisait un tic-tac bruyant. J'ai tendu le bras. J'ai fait glisser la facture des frais de scolarité dans l'autre sens sur le bois. Je l'ai plié en 4, appuyant fort mon pouce sur les plis, et je l'ai enfoncé profondément dans ma poche. Le lendemain matin, j'ai séché le premier cours. J'ai conduit ma Honda Civic délabrée et bruyante directement jusqu'au centre commercial du centre-ville. Je suis passé devant le salon de manucure bon marché, devant le magasin de vape, et j'ai poussé la lourde porte vitrée du bureau de recrutement de l'armée américaine. L'air à l'intérieur sentait le produit de nettoyage et le café noir rassis. Le recruteur,
un sergent corpulent, a fait glisser une pile de documents sur son bureau en métal. J'ai pris le stylo à billes noires. Je n'ai pas hésité. J'ai signé mon nom sur la ligne pointillée. Un engagement de 4 ans d'activité dans l'armée américaine. Je suis revenu à Greenwich. J'ai attrapé mon sac de voyage en toile verte délavée. J'y ai jeté mes jeans usés, quelques t-shirts simples, mes grosses bottes de travail. Rien d'autre, pas de photos, pas de souvenirs. Je suis descendu, le sac en bandoulière. Evelyne se tenait dans le hall d'entrée. Elle tenait un sécateur en acier, coupant les tiges d'un bouquet de lys blanc fraîchement cueilli. Elle a entendu le bruit sourd de mes bottes sur le sol. Elle n'a pas levé les yeux. Elle n'a pas demandé où j'allais avec un sac de voyage bouclé. Elle a juste continué à couper ses fleurs. J'ai saisi la lourde poignée en laiton de la porte. Le métal était glacial contre ma paume calleuse. Si vous avez déjà été l'enfant invisible dans votre propre maison, si vous savez exactement ce que l'on ressent en étant complètement remplacé et ignoré par les personnes censées vous aimer, écrivez un dans les commentaires dès maintenant. Cliquez sur le bouton « J'aime » et abonnez-vous à ma chaîne. Faites-moi savoir que je ne parle pas dans le vide. J'ai tourné la poignée. Je suis sorti dans l'air froid et j'ai refermé la lourde porte en chêne derrière moi. J'ai laissé la maison de Greenwich derrière moi, persuadé que je me dirigeais enfin vers une vraie famille. Une famille portant des Rangers et des treillis. Je n'avais absolument aucune idée que je quittais un champ de bataille familier pour marcher directement sur un champ de mine invisible. Je voulais une famille en uniforme. À la place, j'ai trouvé Marcus. C'était un sous-traitant en logistique, le visage rasé de près, portant des pantalons en toile kaki parfaitement repassés. Il avait une voix douce et bien rodée qui résonnait comme une oasis au milieu d'un déploiement militaire épuisant. Nous avons eu un petit mariage dans un endroit bon marché près de la base. Rien d'extraordinaire, juste des chaises pliantes en métal, des assiettes en carton et des gobelets en plastique. Arthur et Evelyne sont venus, 2 heures maximum. Ils n'ont pas levé leur verre pour porter un toast à mon mariage. Ils ne m'ont pas serré dans leurs bras. À la place, ils ont passé toute la réception à aller de table en table pour aborder mes camarades de section et se vanter de Chloé, expliquant qu'elle venait de décrocher un poste important dans les relations publiques à Manhattan, et qu'elle fréquentait un avocat issu d'une grande université. Avant de partir, Arthur m'a prise à part près de la sortie. Il a plongé la main dans la poche de son costume sur mesure et m'a tendu une fine enveloppe blanche. $2000 en espèces. N'en demande pas plus, a-t-il dit. Pas de félicitations, pas de « je t'aime », pas de vœux de bonheur, juste une transaction commerciale froide pour solder un mauvais investissement. Marcus se tenait à mes côtés alors que mes parents passaient la porte. Il a souri, son sourire parfait. Il a pris ma main et l'a serrée fort. Ses articulations ont blanchi contre ma peau. Ce n'était pas un geste de réconfort. C'était de la possession, un avertissement physique pour que je file droit. J'ai ignoré ce signal d'alarme. Je voulais trop croire à l'illusion d'une famille. Quelques années plus tard. J'avais 27 ans, enceinte de 7 mois. Ma veste médicale militaire me serrait le ventre arrondi, le tissu lourd s'enfonçant dans ma peau. Nous avions mené un exercice d'entraînement sur le terrain de grande envergure cette semaine-là. J'avais passé 12 heures épuisantes debout à trier des blessés simulés dans la boue. Le service de triage, étiqueter les blessés, respirer l'odeur forte de la bétadine et de la sueur rassis jusqu'à en avoir la migraine. Mes Rangers réglementaires semblaient remplis de béton humide. Le bas de mon dos me lançait des douleurs aiguës et lancinantes à chaque pas. J'ai conduit jusqu'à notre appartement hors base, il était 3 heures du matin. Le moteur de ma Honda Civic rouillé cliquetait bruyamment dans l'allée glacée. J'ai poussé la porte d'entrée. L'appartement était totalement sombre et silencieux. J'ai posé mes lourdes clés sur le comptoir de la cuisine et j'ai traîné mon corps épuisé dans la chambre. Je me suis effondré sur le matelas sans même retirer mon uniforme. J'ai enfoui mon visage dans les oreillers, désespéré de dormir. Mes yeux se sont brusquement ouverts. Ce n'était pas l'odeur de notre lessive bon marché. C'était un parfum floral, écœurant, de la vanille bon marché et du musc entêtant. Le parfum d'une autre femme imprégné profondément dans les draps de coton de mon propre lit. Sur la table de chevet en bois, le téléphone de Marcus s'est éclairé. Un SMS a percé l'obscurité de la pièce, brillant sur l'écran, j'ai hâte de te voir demain soir. Chambre 402.
J'ai fixé le nom sur l'écran, la directrice régionale de sa société de sous-traitance. Ma poitrine s'est serrée. Je n'ai pas hurlé. Je n'ai pas jeté le téléphone contre le mur. L'armée évacue la panique irréfléchie de votre esprit. Je me suis simplement levé. Mes genoux ont craqué bruyamment dans le silence de la pièce. Je suis sorti de la chambre et je l'ai laissé dormir dans sa saleté. Je me suis assise sur le carrelage froid de la cuisine. Les joints durs s'enfonçaient dans mes cuisses nues. J'ai ramené mes genoux contre ma poitrine. J'ai attrapé mon téléphone. Mes mains tremblaient violemment. Un rare et stupide moment de faiblesse. J'avais besoin d'une mère, juste pour une minute. J'avais besoin de quelqu'un pour me dire que tout irait bien. J'ai appelé Evelyne. Elle a décroché à la 4e sonnerie, l'air agacé. Je lui ai tout raconté, le parfum sucré, le SMS lumineux, la trahison absolue. Un lourd soupir a résonné dans le haut-parleur. Je t'avais prévenu, Olivia, a dit Evelyne. Sa voix était d'une froideur glaciale, sans surprise ni colère contre Marcus, juste un mépris pur pour moi. Tu es trop brute, a-t-elle poursuivi. Tu ne sais pas être douce. Tu ne sais pas comment garder un homme qui réussit. Les hommes ont besoin de douceur, Olivia, pas d'un soldat en Rangers. Tu l'as cherché. J'ai arrêté de respirer. Le froid glacial du sol de la cuisine s'est infiltré directement dans mes os, figeant mon sang. Chloé ne laisserait jamais une telle humiliation lui arriver, a ajouté Evelyne. Elle a raccroché. L'écran s'est éteint dans ma main. Je suis restée assise complètement seule dans la cuisine sombre, trahie par mon mari dans la chambre, anéantie par ma propre mère au téléphone. Une victime blâmée pour son propre calvaire. Marcus a fait ses valises dès le lendemain matin. Je n'ai pas dit un mot pour le retenir. 2 mois plus tard, j'ai accouché de Léo, seul avec les sages-femmes dans une chambre d'hôpital stérile. Nous avons emménagé dans un appartement plus petit et exigu, juste à la limite de la base. Une peinture beige qui s'écaillait sur les murs, un radiateur rouillé qui sifflait et claquait toute la nuit. L'hiver a été rude. Je travaillais de nuit à la clinique pour payer les factures. Un soir, je suis rentré du travail. J'ai retiré mes lourdes Rangers sur le linoléum usé. J'ai fait bouillir de l'eau dans une casserole en métal bon marché. Je me suis assise à la table en formica ébréché, mangeant un bol de nouilles instantanées à 90 centimes. Le bouillon salé et bon marché me brûlait la gorge. Dans un coin de la petite pièce, Léo dormait paisiblement dans son berceau en bois. Sa petite poitrine se soulevait régulièrement dans un rythme calme. Je l'ai regardé. Le seul être de ma lignée qui ne m'avait pas tourné le dos. La seule chose pure qu'il me restait. J'ai regardé mon fils et j'ai fait un choix définitif. J'ai pris les morceaux brisés et sanglants de ma confiance et j'ai construit un solide mur de titane tout autour de mon cœur. J'en ai verrouillé la lourde grille. J'ai jeté la clé. À partir de cette nuit d'hiver, la famille Poule a cessé d'exister dans ma réalité. Ils étaient rayés de ma vie, morts pour moi. J'ai décidé que ce serait Léo et moi, seuls contre ce monde cruel, pour toujours. J'étais tout à fait prête à vivre le reste de ma vie derrière cette barrière de fer froid. Je ne m'attendais pas à ce qu'un inconnu de Manhattan ait les outils nécessaires pour la briser. 2 ans avant le mariage, la grille de fer lourde de la maison de Greenwich s'est ouverte pour Julian Vance. Chloé l'avait ramené à la maison pour un dîner formel, comme un trophée à exhiber. Il était associé dans un cabinet d'avocats de Manhattan, mais il ne s'occupait ni de fusion d'entreprises ni de fonds spéculatifs. C'était un avocat pour les droits de l'enfant. Il passait ses journées à sortir des enfants de foyers brisés et maltraitants. Ce soir-là, la table à manger en acajou croulait sous le poids de plats coûteux. Des queues de homard grillées au beurre d'ail, du vin blanc frais. La famille Poule a livré sa performance habituelle. Arthur jouait le patriarche sage. Evelyne jouait l'hôtesse parfaite et gracieuse. Chloé était assise là, rayonnante, le centre absolu de l'univers. Julian parlait à peine. J'étais assise tout au bout de la table, reléguée dans le coin près de la porte battante de la cuisine. Léo était sur mes genoux. Il avait 3 ans à l'époque. Je gardais un bras fermement enroulé autour de sa taille, mes doigts lissant constamment ses cheveux, lui donnant de petites bouchées de pain. Mon seul objectif était de le garder absolument silencieux. Une fourchette qui tombe, un éclat de rire un peu trop fort,
et Evelyne déclencherait l'enfer. Pendant que Chloé bavardait sur ses nouvelles campagnes de relations publiques, Julien observait. Il avait cette tranquillité calme et presque effrayante des hommes qui passent leur vie à disséquer les mensonges. J'ai vu son regard scanner la pièce. Il a remarqué qu'Arthur décortiquait soigneusement une pince de homard pour en déposer le meilleur morceau directement dans l'assiette de Chloé. Il a remarqué qu'Evelyne m'avait coupé la parole à 3 reprises alors que j'essayais de demander à Julien de me passer le sel. Il a remarqué que je me tenais crispé, les épaules hautes, abordant un simple dîner de famille comme un champ de mines actif. Il a compris toute la dynamique de la famille Poul en moins de 45 minutes. Le dîner s'est terminé. Nous sommes passés dans l'immense salon. Arthur a versé du scotch. Evelyne s'est plainte de l'entreprise de jardinage. Chloé s'est affalée sur le canapé en cuir blanc moelleux, posant ses pieds nus sur la coudoir et faisant défiler l'écran de son téléphone. Léo se tenait derrière moi. Il agrippait l'arrière de mon jean de ses petits poings, cachant son visage contre ma jambe. Et savait qu'il n'avait pas le droit d'occuper de l'espace ici. De toute la soirée, pas une seule personne, ni son grand-père, ni sa grand-mère, ni sa tante, ne lui avait adressé un mot. Pas un bonjour, pas un « comment ça va ». Julien a traversé le tapis persan. Il s'est arrêté juste devant nous. Il ne s'est pas imposé au-dessus de Léo comme un géant. Il a posé un genou à terre sur le parquet, se mettant à sa hauteur, pour regarder Léo droit dans les yeux. Léo a légèrement sursauté, serrant mon jean plus fort. « J'aime beaucoup ton t-shirt, mon pote », a dit Julien. Léo a regardé sa poitrine. Il portait un t-shirt en coton bon marché délavé avec un motif craquelé de dinosaure. « C'est un T-Rex, n'est-ce pas ?» a demandé Julien d'une voix basse et tout à fait sérieuse. « Est-ce qu'il mord ?» Les yeux de Léo se sont agrandis. Il m'a regardé pour obtenir la permission. J'ai fait un léger signe de tête. Léo s'est tourné à nouveau vers Julien et a hoché lentement la tête. Un petit sourire timide s'est dessiné sur son visage. C'était la toute première fois que mon fils souriait dans cette maison froide. J'ai ressenti un pincement soudain et étrange dans ma poitrine. Je l'ai immédiatement réprimé. Je n'avais pas le temps pour les sentiments. J'avais une tâche à accomplir. J'ai agi par pur réflexe automatique. Le conditionnement de soumission qu'on m'avait inculqué depuis l'enfance. Je me suis éloigné de Julien et de Léo, j'ai attrapé un lourd plateau en argent et j'ai commencé à empiler les assiettes à dessert sales et les verres en cristal qui traînaient sur la table basse. Je me comportais comme un commis de salle, rapide, invisible, maintenant la paix en nettoyant la saleté des autres. Laissez ça. Une main s'est posée fermement sur le bord du plateau en argent. Je me suis figé. J'ai levé les yeux. Julien se tenait à mes côtés. Sa prise était ferme. Il ne demandait pas. Il ordonnait. « Ce n'est pas votre rôle, Olivia », a-t-il dit. La pièce est devenue d'un silence de mort. On pouvait entendre les glaçons s'entrechoquer dans le verre de scotch d'Arthur. Chloé a arrêté de taper sur son téléphone. Le front botoxé d'Evelyne a réussi à se plisser alors qu'elle lançait un regard furieux à travers la pièce. Julien venait de bousculer le pilier principal qui soutenait l'écosystème toxique de la famille Poul. Il perturbait l'ordre naturel. L'enfant gâté se prélasse, le bouc émissaire nettoie. Ce n'est rien, ai-je marmonné, essayant de retirer le plateau. Non, ça ne va pas, a répondu Julien, d'une voix calme mais ferme. Il m'a retiré le plateau en argent des mains et l'a posé lourdement sur la table basse en verre. J'ai fait un pas en arrière, le cœur battant à tout rompre. J'ai pris la main de Léo. Nous sommes partis 15 minutes plus tard, à 21h. L'air hivernal me cinglait le cou exposé alors que je portais Léo dans la grande allée. Le gravier crissait sous mes lourdes bottes. Julien était appuyé contre le capot métallique de sa berline noire. Une cigarette brillait dans l'obscurité entre ses doigts. Alors que je m'approchais de ma Honda Civic rouillée, il a jeté sa cigarette sur le gravier et l'a écrasée du talon de sa chaussure en cuir de marque. Il a croisé les bras sur sa poitrine. De grandes bouffées de vapeur blanche s'échappaient de sa bouche dans l'air glacial. « Vous êtes une bonne mère », a-t-il dit. Je me suis arrêté. Ma main s'est figée sur la poignée glacée de la portière. Il n'a pas dit cela avec pitié. Il n'a pas dit cela comme un compliment. Il l'a affirmé comme un fait prouvé et incontestable dans un tribunal.
Ce garçon est en parfaite sécurité quand il est à vos côtés, a ajouté Julien. Ces mots m'ont frappé de plein fouet. Ils ont heurté le lourd mur de titane que j'avais construit autour de mon cœur, fissurant le métal en plein milieu. Ma gorge est devenue complètement sèche. Pendant 3 ans, je décidai de mener une guerre sans merci pour garder mon fils en vie. Et cet étranger était la seule personne à prendre la peine de me dire que j'étais en train de gagner. Ma voix s'est étranglée. Je lui ai simplement fait un signe de tête raide. J'ai ouvert la portière grinçante, j'ai attaché Léo dans son siège auto, et je suis parti dans la nuit. Je suis rentré chez moi habité par un sentiment dangereux. L'espoir. Cette idée sainte et naïve que peut-être, juste peut-être, le sort toxique de la famille Poul pouvait être rompu. Que le mariage de Chloé avec un homme bien apporterait une once d'humanité dans notre famille. Je me suis endormi cette nuit-là en croyant que les choses allaient s'améliorer. Puis le soleil s'est levé. Je suis allé jusqu'à la boîte aux lettres en métal à l'entrée de mon immeuble. J'ai glissé ma main à l'intérieur et j'en ai sorti une enveloppe épaisse et lourde, en papier ivoire, avec des lettres dorées en relief. Une invitation de mariage. Je l'ai déchirée. Ce n'était pas une offre de paix. C'était une déclaration de guerre. L'espoir que Julien m'avait donné dans cette allée glacée avait duré exactement 14 heures. Je me tenais près des boîtes aux lettres, tenant l'enveloppe ivoire déchirée. Chloé et Julien, le Carlisle Manhattan, 150 000 $. C'était le chiffre que tante Clara m'avait glissé au téléphone un mois plus tôt. Mes parents, Arthur et Evelyne, réglaient l'intégralité de la facture. J'ai fixé les lettres dorées en relief, et le bruit d'un camion poubelle qui reculait dans la rue s'est estompé. Mon cerveau a automatiquement ressorti un vieux dossier amer, une fine enveloppe blanche remise près d'une table pliante bon marché, 2 000 $ en espèces. N'en demande pas plus. J'ai gravi les 2 étages jusqu'à mon appartement exigu. J'ai jeté l'invitation extravagante sur le comptoir en formica de la cuisine. Elle a atterri pile au centre, juste à côté de l'avis de coupure de courant imprimé à l'encre rouge. Le téléphone a sonné plus tard dans l'après-midi. J'ai essuyé la graisse sur mes mains avec un essuie-tout rugueux et j'ai appuyé sur le bouton vert. Olivia. Pas de bonjour. Pas de « comment vas-tu ?» Juste mon nom craché comme une insulte. Chloé. Sa voix était stridente, vibrant agressivement à travers le haut-parleur bon marché de mon téléphone. Écoute-moi bien, a-t-elle ordonné. Porte une couleur terne, du gris ou du marron. N'essaie pas d'attirer l'attention sur toi. Je veux que les photos soient parfaites. J'ai appuyé ma hanche contre le comptoir. Dans une vallée poussiéreuse du Moyen-Orient, j'avais l'habitude de tenir un récepteur radio avec du sang littéral sur les mains, appelant des hélicoptères d'évacuation médicale Black Hawk tout en subissant des tirs de mortier ennemis. Et là, je me tenais dans une cuisine bon marché à écouter une jeune fille en relations publiques de 24 ans me donner des ordres tactiques sur mon code vestimentaire pour que je ne gâche pas son esthétique. Et autre chose, a lancé Chloé sans attendre de réponse. Es-tu obligé d'emmener Léo? Il va gâcher la cérémonie. Si tu l'amènes, tu devais le garder absolument silencieux. Ne le laisse pas courir partout. Ne le laisse pas faire le moindre bruit. J'ai regardé à travers le salon étroit. Léo était assis sur le tapis usé, emboîtant tranquillement 2 briques de Lego en plastique. Ce n'était pas un monstre. C'était un petit garçon de 5 ans. Reçu 5 sur 5, ai-je dit. J'ai appuyé sur le bouton rouge pour raccrocher. Je n'ai pas discuté. On ne discute pas avec un dictateur. On creuse sa tranchée un peu plus profondément et on se prépare à l'arrivée des obus. Je suis allé vers la petite table de cuisine. Je décidai d'offrir un vase en verre bon marché acheté dans un grand magasin de déstockage pour leur mariage. Je l'ai enveloppé dans du papier de soie blanc. J'ai tiré une bande de gros scotch d'emballage du rouleau. Le bruit strident de l'adhésif s'est répercuté bruyamment dans la cuisine silencieuse. J'ai scotché la boîte en carton. Un hommage dérisoire à une sœur qui me méprisait. Le matin du mariage, mon téléphone a vibré sur la table de chevet en bois rayé. 7 heures. Un SMS d'Evelyne, table 23. Vous êtes près des portes de service de la cuisine. Ne fais pas d'histoire. Absolument aucune distraction aujourd'hui. J'ai fixé l'écran lumineux. C'était la classification officielle définitive. Il ne considérait pas mon fils comme un petit-fils. Il ne me considérait pas comme une fille.
Nous étions un fardeau. Nous étions une distraction à dissimuler dans l'angle mort de la salle de bal pour ne pas polluer l'image de l'élite de la côte. Je n'ai pas répondu. J'ai supprimé le message. J'ai verrouillé l'écran. J'ai désactivé la partie de mon cerveau qui ressentait la douleur et je suis passé entièrement en mode mission. Je suis allé au fond de mon placard étroit. J'en ai sorti la robe gris ardoise, celle bon marché. Le tissu semblait rêche et rigide sous mes doigts. Pas de plis élégants, pas de doublure en soie. C'était pratiquement un uniforme, parfait pour me fondre dans le décor exactement comme on me l'avait demandé. Je l'ai enfilé. Je suis allé dans le salon. Léo s'y tenait en chaussettes. Je lui avais acheté un petit gilet bleu marine chez Target, 14 $ au rayon des promotions. Le tissu sentait encore le plastique d'usine et le carton. Je me suis agenouillé sur la moquette bon marché, me mettant à sa hauteur pour le regarder dans les yeux. Mes doigts épais ont boutonné les petits boutons en plastique de son gilet. « Écoute-moi bien, Léo » ai-je dit d'une voix ferme. Le ton d'un sergent briefant un soldat avant une patrouille à l'extérieur de la base. Aujourd'hui est une mission d'observation. Nous allons dans une très grande salle avec beaucoup de monde. Nous observons, mais nous restons calmes. Compris? Ses grands yeux sombres se sont ancrés dans les miens. Il a hoché la tête une fois, fermement. Il n'a pas demandé pourquoi. Il savait déjà comment fonctionnait la famille Poule. Il avait appris les règles de survie avant même d'apprendre à lasser ses chaussures. « C'est bien, mon grand » ai-je dit. J'ai pris mes clés. Nous sommes descendus et sommes montés dans la Honda rouillée. Le moteur a toussé, a crachoté, puis a fini par démarrer. J'ai passé la marche avant. Nous nous sommes engagés sur l'île 95, rejoignant le trafic dense en direction de Manhattan. Le trajet a été éprouvant. Le chauffage de la Honda était cassé, soufflant un air tiède qui sentait l'échappement et la vieille poussière. Je gardais les mains crispées sur le volant en cuir craquelé. Je regardais la silhouette immense de la ville grandir à travers le pare-brise sale. Nous roulions vers une fête à 150 000 $, mais je savais exactement ce qu'il en était réellement. Je me suis garé à 3 pâtés de maison pour éviter les frais exorbitants du voiturier. Le vent de novembre s'engouffrait dans les avenues de béton de la ville, traversant mon mince manteau gris. J'ai pris la main de Léo. Ses petits doigts ont serré les miens fermement. Nous avons marché. La structure imposante du Carlisle se dressait devant nous. Des hommes en smoking sur mesure et des femmes en lourds manteaux de fourrure s'engouffraient par l'entrée principale. Je n'ai pas ralenti. J'ai gardé la colonne vertébrale bien droite. J'ai poussé la lourde barre en laiton de la porte tambour en verre, entraînant mon fils avec moi, entrant directement sur le champ de mine. La grande salle de bal du Carlisle sentait l'argent. La richesse pure et incontestable de la côte. Des milliers de roses blanches saturaient l'air d'une odeur lourde et sucrée. Un quatuor à cordes jouait de la musique classique près du centre de la pièce, les notes flottant au-dessus des murmures polis des 200 invités. Mais je n'étais pas assise au centre. J'étais à la table 23, la zone d'exclusion totale, un angle mort choisi à dessein par Evelyne pour masquer la tache grise sur son tableau parfait. Nous étions assis à 1 mètre des lourdes portes battantes en bois de la cuisine. Toutes les 40 secondes, un serveur ouvrait la porte d'un coup de pied. La musique classique était instantanément couverte par le brouhaha de la cuisine, les cris des chefs, le cliquetis métallique des casseroles en acier inoxydable, et l'odeur lourde de beurre à l'ail et de bœuf grillé. Léo était assis à côté de moi. Il semblait minuscule sur l'immense fauteuil en velours. Ses petites jambes pendaient, oscillant au-dessus de l'épaisse moquette. Il tenait une petite voiture en plastique, ses articulations blanchissant tellement il la serrait fort, terrifié à l'idée de faire le moindre bruit. Il avait 5 ans, mais il se tenait là avec la discipline de plomb d'un soldat retranché. Chloé a fait son apparition. La mariée en pleine parade nuptiale. Sa robe Vera Wang sur mesure traînait lourdement sur le tapis, balayant les pétales de rose blanche tombés au sol. Les gens se levaient, la félicitant bruyamment et trinquant avec leur coupe de champagne au passage. Elle savourait ce moment. Puis, elle est passée devant la table 23. Elle ne s'est pas arrêtée pour nous saluer. Elle n'a même pas ralenti le pas. Elle a juste jeté un coup d'œil furtif. Ses yeux ont glissé sur ma robe grise bon marché, puis se sont abaissés vers les hauts. Elle a plissé les yeux, un regard assez acéré pour blesser. Elle a levé sa main droite,
pointant son index directement vers mon fils de 5 ans, et l'a posé fermement sur ses lèvres fardées. Chut. Un avertissement silencieux et cruel, garde-le silencieux, ou tu vas le regretter. Je n'ai pas bronché. J'ai croisé les jambes, redressé mes épaules et je l'ai fixé intensément jusqu'à ce qu'elle détourne le regard et poursuive son chemin. 30 minutes plus tard, l'événement principal a commencé. Les photos de famille. Une voix forte a résonné dans les haut-parleurs. Le photographe engagé pour l'occasion se tenait près de l'immense gâteau de mariage à 5 étages, faisant un geste de la main, la famille proche seulement à l'avant, s'il vous plaît. Les poules et les vances. Je me suis levé. J'ai lissé le tissu rêche de ma robe de friperie. Je me suis penché et j'ai pris la main de Léo. Sa paume était légèrement moite. Viens, mon grand, ai-je dit doucement. Nous avons fait exactement d'ici 5 pas depuis la table 23. Evelyne a fendu la foule comme un requin. Elle m'a intercepté avant même que j'aie atteint la moitié de la piste de danse. Elle s'est plantée directement sur mon chemin, me bloquant complètement l'accès au gâteau. Elle affichait un sourire figé, le genre de sourire artificiel qu'elle réservait aux réceptions mondaines, mais ses yeux étaient vides. « Où vas-tu » a-t-elle murmuré d'un ton sec. Elle parlait à voix basse, contenant sa colère pour que les invités à proximité ne l'entendent pas. Pour la photo, ai-je répondu d'une voix neutre. Evelyne a fait un demi-pas de plus vers moi. L'odeur entêtante de son parfum Chanel m'a frappé, se mêlant de façon écœurante au beurre à l'ail qui s'échappait de la cuisine. J'ai dit la famille proche uniquement, Olivia, a-t-elle marmonné entre ses dents serrées. Nous faisons d'abord le petit groupe restreint. Je me suis arrêté. Mes pieds se sont ancrés au sol. Je suis sa sœur, ai-je dit. C'était un simple fait biologique. Le faux sourire d'Evelyne a tressailli. Je t'ai dit de reculer. Elle n'a même pas jeté un regard vers Léo. Elle n'a pas daigné prêter attention à sa propre chair qui se tenait là. Elle me regardait comme un chien errant qui tentait de monter sur un tapis rouge. Un secret honteux qu'elle voulait absolument cacher. Une secousse brusque sur ma main a rompu mon regard. Maman ? Léo me regardait. Ses grands yeux marrons étaient remplis d'incompréhension. Il a pointé un petit doigt vers le gâteau où Chloé, Arthur et la famille de Julien se réunissaient déjà en riant. « Pourquoi on ne prend pas de photos » a-t-il demandé. Sa voix était petite, mais elle a résonné dans la salle de bal comme un coup de canif. J'ai senti une boule énorme se former dans ma gorge. Un goût de cendre et de colère contenue. Le genre de colère sourde qui fait trembler les mains et brouille la vue. Je voulais hurler. Je voulais attraper Evelyne par ses épaules de soie et la secouer jusqu'à ce que son sourire de façade se brise. En revanche, j'ai regardé mon fils. Si je hurlais, je passais pour la folle. Si je me défendais, j'étais la mère célibataire jalouse et aigrie qui gâchait ce beau jour. C'était leur jeu. Ils attendaient que je craque. Je n'ai pas craqué. J'ai ravalé cette boule de colère. Je me suis baissé et j'ai pris Léo dans mes bras. Il a serré ses petits bras autour de mon cou, enfouissant son visage dans mon épaule. Tout va bien, mon grand, lui ai-je murmuré à l'oreille. Ma voix était d'une stabilité absolue. Nous n'avons pas besoin de leurs photos. J'ai sorti mon téléphone de ma poche. J'ai activé l'appareil photo, j'ai tendu le bras et j'ai pris un selfie rapide, un peu flou, de nous deux près des portes de la cuisine. Si votre famille vous a déjà traité comme un secret honteux, si vous savez exactement ce que l'on ressent quand on vous écarte du cadre pendant qu'ils font semblant d'être parfaits, écrivez « moi » dans les commentaires dès maintenant. Cliquez sur « j'aime » et abonnez-vous. Faites-moi savoir que je ne suis pas la seule à avoir pris un selfie seul au milieu d'une foule. Par-dessus l'épaule d'Evelyne, à l'autre bout de la pièce, j'ai remarqué du mouvement. Mike, le cousin de Julien, se tenait près du bord de la scène, ajustant l'angle de son téléphone portable sur un trépied en métal. Il a appuyé sur l'écran. Le voyant rouge d'enregistrement s'est mis à clignoter. Il diffusait le mariage en direct pour la famille de la côte ouest. Un tintement métallique aigu a retenti. Quelqu'un tapotait une fourchette en argent contre une coupe de champagne en cristal. Le signal pour les discours. Les discussions dans la grande salle de bal se sont tues instantanément. Evelyne m'a lancé un dernier sourire triomphant, a tourné les talons et s'est dirigée vers le micro. Les chaussures en cuir de Julien ont résonné sur l'estrade en chaîne avec un bruit sourd et régulier.
Il ne marchait pas comme un marié sur le point de porter un toast. Il avançait comme un homme s'approchant de la barre des témoins pour prononcer une sentence de mort. Le murmure des 200 invités fortunés s'est éteint d'un coup. L'air dans la salle est devenu étouffant. Chloé, debout au centre de l'estrade dans sa monumentale robe Vera Wang, l'a remarqué en premier. Son sourire moqueur s'est transformé en un sourire de mariée parfait. Elle a tendu les deux bras, s'attendant à ce qu'il la prenne dans ses bras pour une photo. Julian est passé directement à côté d'elle sans la regarder. Sa main s'est emparée du pied du micro. Il a arraché le micro de son support. Un sifflement strident de Larsen a retenti dans les haut-parleurs. Les invités du premier rang ont sursauté en se bouchant les oreilles. Evelyne a fait un bond. Sa main a tremblé, renversant son verre de cabernet. Le vin rouge foncé s'est répandu, tachant rapidement la nappe en lin blanc comme une blessure ouverte. Elle a fixé la nappe. Son visage figé par le botox a soudainement paru vieux et terrifié. Arthur, debout à 1 mètre de là, s'est figé, immobile comme une statue dans son smoking de location. Julian s'est placé au centre de l'estrade. Il a serré le micro. Il a balayé du regard cette assemblée de costumes Armani et de colliers de diamants. « Je suis avocat spécialisé dans la défense des droits de l'enfant », a dit Julian. Sa voix était grave et lourde. Elle n'a pas résonné, elle a percuté les murs du Carlyle comme un bélier. Toute ma carrière, a-t-il poursuivi, s'est construite sur le sauvetage d'enfants innocents de milieux toxiques et maltraitants. Je passe mes journées dans les tribunaux face à des adultes qui utilisent les enfants comme des défouloirs. Il s'est interrompu. Le silence dans la pièce était total. On pouvait entendre les glaçons fondre dans les verres d'eau. Et ce soir, la voix de Julian s'est durcie, devenant assez tranchante pour couper du verre. Je viens de voir une famille utiliser un petit garçon de 5 ans et sa mère comme un divertissement de bas étage. Un murmure de stupeur a parcouru la salle. Le visage de Chloé s'est décomposé, son air radieux laissant place à une panique totale. Elle s'est avancée, ses doigts manucurés agrippant fermement la manche de la veste de Julian. « Julian, arrête !» a-t-elle chuchoté. « Tu m'affiches devant tout le monde. » Julian n'a pas bronché. Il n'a pas baissé la voix. Il a regardé la main qui serrait son bras. « No », a-t-il dit directement dans le micro. « C'est toi qui t'affiches. » Il a dégagé son bras d'un coup sec. Chloé a trébuché, gênée par sa lourde robe, manquant de tomber contre le pupitre. Julian s'est tourné et a fixé Evelyne du regard. Il a levé sa main droite et a pointé un doigt accusateur vers son visage. Evelyne a reculé d'un pas. Pour la première fois en 32 ans, j'ai vu ma mère sincèrement terrifiée. Vous, a lancé Julian d'une voix précise et acérée. Vous êtes monté ici pour traiter votre propre fille de produit d'occasion. Vous avez pris un micro pour inciter 200 personnes à se moquer de votre propre petit-fils de 5 ans. Evelyne a ouvert la bouche pour parler, pour nier, pour manipuler ou retourner la situation comme elle le faisait toujours. Rien n'est sorti. Sa gorge est restée nouée. Julian lui a tourné le dos. Il a de nouveau fait face à Chloé. Ses doigts ont saisi la délicate rose blanche épinglée à sa boutonnière. Il l'a arrachée du tissu. Il l'a jetée négligemment. Elle a atterri sur le parquet de l'estrade, aux pieds de Chloé. « Je passe ma vie à protéger les enfants des bourreaux », a dit Julian, avec un dégoût si prononcé qu'il en était étouffant. 200 personnes ont retenu leur souffle en même temps. Le silence était assourdissant. Personne ne bougeait. Personne ne toussait. L'effondrement de l'illusion parfaite de la famille Poole, construite à coups de milliers de dollars, se déroulait en temps réel. Julian a fait un demi-pas en arrière. Il a regardé la foule stupéfaite, puis a levé la main vers le coin gauche de la salle de bal, et pour que les choses soient parfaitement claires, a annoncé Julian, sa voix résonnant dans toute la pièce, « Mon cousin Mike se tient juste là-bas. » Tous les regards se sont tournés vers le coin. Mike se tenait près de son trépied métallique. Le voyant rouge d'enregistrement de son téléphone brillait dans la pénombre. Mike diffuse cette réception en direct depuis le début, a dit Julian, portant le coup de grâce. Il y a 50 membres de ma famille élargie qui regardent en ce moment depuis la côte ouest. Ils viennent de voir exactement dans quel genre de famille malade et tordue j'allais me marier. Evelyne a émis un petit bruit étouffé. Le gémissement pathétique d'une femme qui réalisait que son pire cauchemar venait de se produire. L'image respectable qu'elle avait mis des décennies à construire était anéantie. Diffusée en direct devant des avocats et des juges californiens.
Julien ne l'a plus regardé. Il n'a pas regardé Chloé, qui pleurait désormais à chaudes larmes sur la scène, son maquillage coulant sur son visage. Il a posé délicatement le micro sur le pupitre en bois. Le bar reste ouvert, a dit Julien à l'assemblée. Il s'est retourné, a descendu les marches en bois et s'est dirigé directement vers les portes de sortie. Les lourdes portes en chêne au fond de la salle de bal se sont refermées derrière lui. Le bruit a résonné comme un coup de feu. Puis, ce fut le chaos total. La salle de bal du Carlyle a explosé. Les 200 invités se sont mis à parler, à crier et à s'agiter en même temps. Le quatuor à cordes s'est arrêté brusquement. Des chaises ont grincé bruyamment sur le parquet. Sur l'estrade, Chloé s'est effondrée à genoux, cachant son visage dans sa robe Vera Wang, pleurant de manière hystérique. Elle a levé une main tremblante, pointant un doigt accusateur vers moi à l'autre bout de la pièce. Evelyne n'a pas couru après Julien. Elle n'a pas cherché à sauver le mariage ou à consoler sa fille préférée en pleurs. La véritable nature d'une narcissique a repris le dessus instantanément. Son monde s'écroulait et il lui fallait un coupable à sacrifier. Elle a empoigné sa robe de soie pour éviter de trébucher. Elle a descendu les marches de l'estrade. Les talons aiguilles de ses chaussures de marque claquaient durement sur le sol. Elle a marché droit vers la table 23 comme un missile à tête chercheuse. Son visage était déformé par une rage pure. Le botox ne parvenait pas à masquer le tremblement de sa mâchoire. « Qu'est-ce que tu lui as dit » a-t-elle hurlé, ignorant les regards des invités fortunés qui s'écartaient sur son passage. Elle s'est arrêtée à 1 mètre de moi, la poitrine haletante. « Tu es juste jalouse. Tu n'as pas été capable de garder ton propre mari minable, alors tu as empoisonné Julien contre ta sœur. Tu as gâché cette journée. » Je l'ai regardé, je l'ai vraiment regardé. Je n'ai pas haussé le ton. Je n'ai pas cherché à me justifier. L'entraînement militaire de base vous apprend une chose, on ne gaspille pas ses munitions contre des fantômes. Discuter avec Evelyne revenait à combattre un fantôme. Elle ne cherchait pas la vérité. Elle cherchait un bouc émissaire pour porter le poids de son humiliation publique. J'avais fini de le porter. Je me suis penché et j'ai pris Léo dans mes bras. Je l'ai soulevé haut, l'installant contre ma hanche. Ses petits bras se sont serrés fermement autour de mon cou. Il a enfoui son visage dans le col de ma robe grise bon marché. J'ai senti la chaleur de ses larmes traverser le tissu rêche jusqu'à ma clavicule. J'ai resserré mon bras autour de son dos. Je me suis redressé. J'ai plongé mon regard dans celui d'Evelyne. Julien a des yeux, ai-je dit d'une voix totalement neutre. Pas de colère, pas de tristesse, juste une froideur absolue. Il a pris sa décision lui-même face au spectacle lamentable que toi et Chloé venez de donner devant toute cette pièce, ai-je poursuivi. Je me suis approché d'1 centimètre. Ne viens pas déverser tes poubelles chez moi. La bouche d'Evelyne est restée ouverte, mais aucun son n'est sorti. Elle avait l'air de quelqu'un qui venait de recevoir un pavé en plein visage. Le souffre-douleur docile et silencieux qu'elle avait maltraité pendant 32 ans venait de briser ses chaînes. Je n'ai pas attendu qu'elle reprenne ses esprits. Je lui ai tourné le dos. Il y avait exactement 12 mètres entre la table 23 et les portes de sortie. Une courte distance, mais qui ressemblait à une marche tactique pour sortir d'une zone de guerre. Je me suis engagé dans l'allée centrale, la même allée que Chloé était censée remonter. La foule d'invités, ces mêmes personnes qui s'étaient moquées de mon fils 10 minutes plus tôt, me barraient le passage. Des hommes en smoking, des femmes serrant leurs sacs de luxe. Ils ont regardé mon visage. Ils ont vu les rangers sous ma robe bon marché. Ils se sont écartés. Ils se sont poussés comme la mer Rouge, se serrant contre les tables pour me laisser passer. Personne n'a dit un mot. Personne n'a osé croiser mon regard. Le poids étouffant de la vérité que Julien venait de révéler flottait encore dans l'air. J'ai gardé la colonne vertébrale droite, les épaules carrées, le menton haut. Chaque pas vers ces portes de sortie était une rupture définitive avec la lignée toxique de la famille Poul. J'ai poussé les lourdes portes en bois. L'air frais du hall de l'hôtel m'a fouetté le visage. Je me suis dirigé vers les portes tambours menant à la rue. Une silhouette s'est détachée de l'ombre près du vestiaire. Julien. Il tenait son manteau de laine sombre sur le bras. Il avait l'air fatigué, mais ses épaules étaient détendues. La tension nerveuse qu'il affichait dans la salle de bal avait disparu. Il s'est arrêté à quelques pas de moi.
Il a regardé Léo, qui cachait toujours son visage dans mon cou, puis il m'a regardé. Je suis désolé de ne pas être intervenu plus tôt, a dit Julien d'une voix douce et sincère. Je me suis arrêté. J'ai secoué la tête. Ne vous excusez pas, ai-je dit. Vous venez d'éviter à mon fils de grandir en pensant que sa maman est moins que rien. Vous avez fait ce qu'il fallait. Julien a glissé la main dans la poche intérieure de sa veste. Il en a sorti une carte de visite cartonnée. Il s'est avancé et me l'a tendue. Appelez-moi, a-t-il dit d'un ton très sérieux. Pro bono. Tout ce qu'il faudra pour les tenir à distance. J'ai regardé la carte, Julien Vance, associé principal, défense des droits de l'enfant. J'ai hoché la tête. J'ai rangé la carte dans ma poche, j'ai serré Léo plus fort et j'ai franchi les portes tambours pour sortir dans la nuit glaciale de Manhattan. J'ai attaché Léo dans la Honda rouillée. J'ai allumé le chauffage au maximum pour réchauffer son corps tremblant. Nous avons roulé dans un silence complet jusqu'à notre immeuble bon marché. Je pensais que la guerre était enfin terminée. Je pensais que le plus dur était derrière nous. J'ai garé la voiture. J'ai porté Léo à l'étage et je l'ai couché dans son lit. Je suis allé dans la cuisine et j'ai sorti mon téléphone de la poche de mon manteau. L'écran était allumé. J'avais 47 appels manqués, tous d'Arthur et Evelyne. Je les ai ignorés. Mais juste en dessous des appels manqués se trouvait un SMS de Sarah, une amie de l'armée qui travaillait à temps partiel pour le traiteur du mariage, Olivia, je suis tellement désolé. Tu dois voir ça. Un fichier contenant 17 captures d'écran était joint au message. J'ai cliqué sur le fichier. C'était une immense discussion de groupe. Le titre du groupe était « La famille Poul, sans Olivia ». Je me suis assise seule dans la cuisine sombre, fixant l'écran lumineux. La famille Poul, sans Olivia. Ce titre me brûlait les yeux dans la lumière bleue et froide de mon téléphone. Sarah avait pris en photo le téléphone déverrouillé de Chloé pendant que les demoiselles d'honneur se préparaient dans la suite de l'hôtel l'après-midi même. J'ai ouvert la première capture d'écran. Les messages apparaissaient dans des bulles vertes et bleues. Chloé, je vous jure que si elle porte une tenue horrible à mon mariage, je vais la démolir au micro. Evelyne, rends ça drôle, ma chérie. Les invités vont adorer. Un peu d'autodérision familiale détend toujours l'atmosphère. Affiche-la. Chloé, je vais dire que c'est un produit d'occasion. Comme ça tout le monde saura pourquoi son mari s'est débarrassé d'elle. Evelyne, parfait. Assure-toi juste de le faire après la découpe du gâteau. On veut que les photographes aient d'abord les bonnes images. J'ai fait défiler l'image suivante. Arthur, ne me mentionnez pas, c'est tout. Laissez mon nom en dehors de la plaisanterie. J'ai arrêté de faire défiler. J'ai fixé l'écran jusqu'à ce que ma vue se trouble. Ce n'était pas un dérapage. Ce n'était pas l'effet du champagne. Ce n'était pas une mauvaise blague qui avait mal tourné. C'était une exécution publique planifiée et écrite à l'avance. Ma propre mère avait validé l'attaque. Ma propre sœur avait rédigé les répliques. Et mon père, ce complice silencieux qui prétendait toujours garder les mains propres, savait exactement ce qui se préparait et s'était contenté de demander qu'on ne tâche pas ses chaussures. J'ai posé le téléphone sur la table en formica. Je n'ai pas pleuré. Il ne restait plus aucune tristesse en moi, juste une lucidité glaciale. J'ai regardé à travers la porte ouverte du salon. Léo s'était endormi sur le canapé usé, serrant son ours en peluche dans ses bras. J'ai repris le téléphone. J'ai ouvert mes contacts. Evelyne Poul, bloquez ce numéro. Arthur Poul, bloquez ce numéro. Chloé Poul, bloquez ce numéro. Je suis allé sur Facebook, bloqué. Instagram, bloqué. Je n'ai pas écrit de longs messages larmoyants pour leur expliquer à quel point ils m'avaient fait du mal. Je n'ai pas exigé d'excuses. Les narcissiques se nourrissent de votre souffrance. Si vous criez, ils savent qu'ils ont encore du pouvoir sur vous. Je ne leur ai rien donné. Un silence radio total. Un blackout complet. Une disparition définitive de leur univers. 3 jours ont passé. Le silence dans l'appartement était magnifique. Puis, le jeudi après-midi, la guerre a frappé à ma porte. Des coups violents ont fait trembler la porte en bois bon marché de mon appartement. Les gonds ont vibré. Olivia, ouvre cette porte immédiatement.
Evelyne. Sa voix stridente résonnait bruyamment dans le couloir étroit et défraîchi de l'immeuble. Je faisais la vaisselle. J'ai essuyé lentement mes mains sur un torchon. J'ai regardé Léo, qui jouait avec ses blocs sur le sol. Il s'est figé, les yeux écarquillés par la peur. « Va dans ma chambre, Léo », ai-je dit doucement. « Ferme la porte. Ne sors pas avant que je te le dise. » Il s'est levé d'un bond, a couru dans le couloir et a refermé la porte de la chambre dans un bruit sourd. Je me suis dirigé vers l'entrée. J'ai déverrouillé le verrou de sécurité et j'ai entrouvert la porte de 10 cm. J'ai gardé ma lourde rangée fermement calée derrière le bas de la porte. Evelyne se tenait dans le couloir, vêtue d'un manteau en cachemire beige. Son visage était rouge de colère. Arthur se tenait 2 pas derrière elle, les bras croisés sur son polo de golf. Il fixait la peinture écaillée du mur, évitant soigneusement mon regard. « Tu as bloqué mon numéro », a hurlé Evelyne à travers l'ouverture de la porte. « Pour qui tu te prends ?» Je n'ai pas répondu. Je l'ai simplement fixé. « Tu as conscience de ce que tu as provoqué ?» a-t-elle crié en s'approchant. Julien a tout annulé. Le Carlyle a gardé la compte. Le traiteur a refusé de rembourser la nourriture. Plus de 100 000 $ perdus. Tu vas contracter un emprunt et en rembourser la moitié. Ce n'est pas moi qui ai gâché le mariage, ai-je dit d'une voix monocorde. Evelyne a ricané, son visage figé par le botox se crispant de colère. Tu l'as empoisonné. Tu as joué les victimes pathétiques. C'est à cause de toi que Julien a annulé le mariage. Je lui ai coupé la parole, c'est parce qu'il vous a entendu traiter votre propre fille de produit d'occasion devant un enfant de 5 ans. C'était une plaisanterie. A hurlé Evelyne, la voix brisée. C'était juste une blague inoffensive, espèce de gamine capricieuse. J'ai glissé ma main dans la poche arrière de mon jean. J'en ai sorti une feuille de papier pliée. J'avais imprimé la capture d'écran de la discussion de groupe à la bibliothèque publique. J'ai passé la feuille par l'ouverture de la porte, la tendant directement sous les yeux d'Evelyne. J'ai vu la discussion de groupe, Evelyne, ai-je dit. Elle s'est arrêtée de crier, ses yeux fixés sur les messages imprimés, les bulles vertes et bleues, ses propres mots écrits noir sur blanc. Son visage s'est décomposé, la laissant livide et défaite. Arthur a fini par regarder par-dessus son épaule. Il a vu son propre message imprimé en bas de la page. Il a déglouti difficilement et a fait un pas en arrière. « Vous n'êtes pas une famille », ai-je dit en regardant Evelyne droit dans les yeux. « Vous êtes une secte destructrice, et votre adhésion est définitivement révoquée. » La panique d'Evelyne s'est rapidement muée en une rage folle. Elle a poussé la porte de ses mains manucurées, tentant de forcer le passage. « Ne t'avise pas de me parler sur ce ton », a-t-elle sifflé. « Je veux voir mon petit-fils. Laisse-moi entrer. » J'ai calé mon pied. J'ai appuyé mon épaule contre la lourde porte en bois. J'ai poussé de toutes mes forces, avec la puissance d'une femme habituée à porter des caisses de munitions et des soldats blessés. Evelyne a trébuché en arrière, perdant l'équilibre sur ses talons hauts. « C'est mon fils », ai-je dit. « Et c'est moi qui décide qui respire le même air que lui. » J'ai refermé violemment la lourde porte. J'ai tourné le verrou de sécurité. J'ai glissé la chaîne dans son encoche métallique. J'ai verrouillé la serrure inférieure. 8 mois ont passé. Les verrous de sécurité en laiton de ma porte sont restés fermés. Le froid de l'hiver a fait place à la chaleur lourde de l'été, puis à la fraîcheur de l'automne. Chez moi, le calme était parfait, mais l'onde de choc partie de la salle de bal du Carlyle a continué à se propager, détruisant méthodiquement la respectabilité de la maison de Greenwich. L'enregistrement diffusé par Mike a produit exactement l'effet escompté, il a exposé la vérité au grand jour. Julien ne s'est pas contenté de rompre les fiançailles. Dès le lendemain matin, il a déposé une demande de mesure d'éloignement contre Chloé. Sa mère, une juge à la retraite très respectée, a envoyé une mise en demeure par lettre recommandée à Arthur et Evelyne. Elle les menaçait de poursuites judiciaires s'ils tentaient d'entrer en contact avec la famille Vance. Le cabinet de relations publiques de Chloé à Manhattan l'a mise à pied à titre conservatoire, invoquant un manquement à l'éthique professionnelle. En réalité, ils ne voulaient pas qu'une mariée hystérique et maltraitante nuise à l'image de leurs clients prestigieux. Elle a perdu son emploi. Elle a perdu son appartement. Evelyne a subi le pire châtiment qu'une personne narcissique puisse imaginer, l'humiliation publique.
Elle a été contrainte de démissionner de son poste de présidente de l'association caritative locale. Elle a cessé de se rendre au restaurant du country club. Elle ne supportait pas les regards froids, les murmures et les jugements des femmes de la haute société qu'elle avait l'habitude de mépriser. Son empire de façade s'est effondré. Arthur m'a envoyé un email à la fin du mois de janvier, contenant simplement 3 mots, « Je suis désolé ». Je me suis assise à ma table de cuisine. J'ai fixé l'écran. Je n'ai pas répondu. Je n'ai pas ressenti la moindre pitié ni la moindre obligation. J'ai cliqué sur le message, je l'ai fait glisser dans la corbeille et j'ai vidé le dossier. Effacé. Je me tenais devant le miroir fêlé de ma chambre. J'ai boutonné ma chemise d'uniforme vert kaki. J'ai pris les insignes en métal et j'ai enfoncé les épingles dans mon col. Sergent-chef. J'avais gagné cette promotion à la sueur de mon front et au prix de mes efforts. Mes supérieurs m'avaient retiré des gardes de nuit de la clinique de triage. J'étais désormais affecté à un groupe d'instruction pour les médecins de combat, à diriger des exercices et à former la prochaine génération de soldats. Mes rangers frappaient le sol avec une toute autre assurance désormais. J'ai commencé à me rendre à l'hôpital des anciens combattants les mardis après-midi. Le docteur m'accueillait dans un bureau calme au bourdonnement de néon. Sans me juger, il m'a aidé à déconstruire le rôle de bouc émissaire qu'on m'avait inculqué depuis l'enfance. Il m'a appris à cesser de m'excuser d'exister. C'est également dans cette clinique que j'ai rencontré David. Il travaillait dans le service de rééducation, aidant les vétérans blessés à réapprendre à marcher. Il ne portait pas de costume de marque. Il n'avait pas le sourire charmeur de Marcus. Il portait des chemises en flanelle usées et avait les mains sales à force de réparer des fauteuils roulants. Mais il savait réparer ce qui était brisé. Plus important encore, il savait écouter. Un samedi matin doux et ensoleillé. Je me tenais dans ma cuisine. L'odeur du café fraîchement moulu flottait dans la pièce. La rigueur de l'hiver s'était dissoute, et de grands rayons de soleil traversaient les stores en plastique bon marché, réchauffant le sol en linoléum. Léo était assis à la table en formica. Il avait maintenant 6 ans, il était plus grand, plus fort. Il était penché sur une grande feuille de papier à dessin blanc, serrant un crayon de cire bleue dans sa petite main. Le frottement du crayon résonnait dans la pièce silencieuse. C'était un projet de dessin pour sa nouvelle école primaire, l'arbre généalogique. J'ai appuyé ma hanche contre le comptoir et j'ai bu une gorgée de café noir. Je le regardais faire. Il a utilisé un crayon marron pour dessiner le tronc épais de l'arbre, puis un vert foncé pour le feuillage. Enfin, il a pris un feutre noir pour dessiner les silhouettes sous les branches. Je me suis approché et je me suis tenu derrière sa chaise en bois. J'ai regardé le dessin. Il n'y avait pas de branche pour Arthur. Pas de branche pour Evelyne. Pas la moindre trace de Chloé nulle part sur la feuille. Il avait dessiné exactement 2 silhouettes sur l'herbe verte. L'une représentait une femme de grande taille aux cheveux bruns, portant un uniforme vert rigide. Elle tenait la main d'un petit garçon en t-shirt bleu. Léo a posé son feutre noir. Il a posé sa petite main à plat au centre du dessin, couvrant les silhouettes. C'est notre famille, maman, a dit Léo. Il s'est retourné pour me regarder. Ses grands yeux marrons étaient limpides, sans l'ombre d'un doute. J'ai regardé le dessin. Je n'ai pas cherché à le corriger. Je n'ai pas essayé de lui expliquer les liens biologiques complexes et douloureux de la famille Poule. Il avait déjà compris la leçon la plus difficile de la vie, bien mieux que la plupart des adultes, ce n'est pas le sang qui fait la famille. C'est la sécurité qui fait la famille. J'ai pris la feuille de dessin. Je suis allé vers le réfrigérateur qui bourdonnait. J'ai pris un aimant en plastique et j'ai affiché le dessin en plein milieu de la porte métallique. L'armée m'a appris à encaisser les coups. Elle m'a appris à me taire, à exécuter les ordres et à surmonter la douleur. Pendant 32 ans, j'ai cru que mon silence était ma protection. Je pensais qu'endurer la maltraitance sans broncher faisait de moi un bon soldat. Je me trompais lourdement. Supporter la cruauté n'est pas de la force. La véritable force consiste à regarder en face ceux qui tentent de vous détruire, à leur tourner le dos et à s'en aller sans dire un mot. La véritable force, c'est de regarder sa propre vie, de tracer une ligne de démarcation et d'affirmer une vérité incontestable, je mérite mieux que cela. J'ai attrapé mes clés de voiture.